Ça devrait pas être bon. Ça devrait juste être une copie de Hitchcock, une série B vraiment lamentable avec un acteur sur le déclin, un paquet d'acteurs de niveau de roman savon, puis un truc vraiment, un troisième titre de cinéparc. Là. Ça devrait juste être pas bon. Et pourtant, Frogs, les crapauds de 1972, eh bien, c'est un film qui avait marqué mon enfance. Ça passait assez souvent à la télé à l'époque. Je l'ai réécouté il y a 2 ou 3 jours et encore une fois, j'ai été extrêmement impressionné par le film. Alors oui, c'est une série B à petit budget, ça paraît. Il y a des moments qui sont carrément ridicules. Il y en a 2 ou 3, là, particulièrement les nombreux meurtres. Là, ça fait, tu sais, il y a un petit côté Bela Lugosi qui se bat contre la pieuvre animée, sauf qu'il n'y a pas d'animation, là, la marionnette, là, essentiellement. Mais ceci étant dit, c'est excellent. C'est au-delà d'excellent, Frog. Là. C'est un film qui ne devrait pas marcher, mais qui marche malgré tout à peu près à tous les niveaux. Puis c'est ce qui m'a le plus surpris, en fait, au niveau artistique, au niveau métaphorique. Okay? Alors, je vais parler de tous ces aspects-là. Puis évidemment, au niveau science-fiction, je vous parle de tout ça dans un instant. Qu'est-ce que ça raconte avant tout? Ben, on est en 1972, dans le sud des États-Unis, dans le coin des bayous, des marais, etc. Et on a un photographe qui prend des photos de la pollution. Et puis, il y en a beaucoup, là. C'est très grave. Mais pendant qu'il est en train de prendre ces photos, il y a un accident. Il est renversé par un jeune couple dont le gars qui pilote le bateau est un petit peu pacté, un petit peu bourré. Et il ramène le malheureux journaliste détrempé chez eux, et chez eux, c'est un colossal manoir qui date de l'époque des plantations. Et la famille de nos 2 jeunes, ben, elle aussi, elle date de l'époque des plantations. Ils sont tous réunis pour les anniversaires de 4 membres de la famille qui se déroulent tous au même moment. Et un des 4 anniversaires en question, c'est celui du patriarche. Il est joué par Ray Milland. On en reparle dans un instant. Ray Milland de Man with X-Ray Eyes, là, donc très 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 connu. Et le vieux patriarche grincheux, et c'est son anniversaire à lui. C'est aussi d'ailleurs l'anniversaire des États-Unis. On est à la fin de semaine essentiellement du 3-4 juillet. Là. Puis ça va intervenir plus tard dans le film. C'est beaucoup de ce qui lui donne cette qualité. Bref, encore une fois, j'en parle dans un instant. Mais c'est ça, notre patriarche joué par M. Milland. Petite pensée pour Jacques Brel. Bref, notre patriarche joué par M. Milland, il a fermement décidé qu'il n'y a rien qui va interrompre son anniversaire, celui de sa famille et celui des États-Unis. Malheureusement pour lui, les animaux du coin ont d'autres plans parce qu'eux, ils ont décidé d'interrompre non seulement l'anniversaire, mais on le découvre bientôt, d'interrompre la race humaine au complet, son existence. Et ben voilà, les animaux vont se venger, vont mettre en place une série de meurtres, chacun plus grotesque que le précédent. Et ben c'est ça, éventuellement, le déni colossal de Ray Milland, ben va-t-il réussir à... Est-ce que le pouvoir surhumain de déni de Ray Milland va réussir, va lui permettre de réussir à avoir son party d'anniversaire tandis que les gens meurent à gauche et à droite? Est-ce que l'humanité va survivre à l'assaut dirigé là, de cette armée d'animaux vengeurs, dirigée par les redoutables crapauds? Eh bien, toutes ces questions et bien d'autres encore, bien entendu, une seule manière d'y avoir une réponse, une seule manière de le savoir, c'est d'écouter Frogs de 1972. J'ai adoré ça. Si vous l'avez vu dans le temps, ça ne m'étonnerait pas du tout et je m'attendrais à ce que vous aussi vous ayez trouvé ça excellent. Vous me le direz, mais franchement, c'est malade mental, c'est super bon. Puis qu'est-ce que je veux dire par malade mental? Ben, il y a une qualité fondamentale au film qui lui donne une saveur particulière puis qui lui fait occuper une place très spéciale
dans le vaste panthéon des séries B de Vengeance de la nature des années 70. Et cette qualité-là, c'est que c'est hyper atmosphérique. C'est à la limite du surréalisme à la Beckett Ionesco par moment. Puis ça aussi, je vais en reparler dans un instant parce que c'est lié à cette question de drapeau américain, de 4 juillet, là, bon, etc. Mais dès le début, ça prend environ 5 minutes avant qu'il y ait du dialogue, en fait. Le premier 5 minutes, c'est la musique du générique et les images de notre photographe qui est joué par un très jeune et pas encore moustachu Sam Elliott, là, le gars qui fait la narration dans Big Lebowski, selon mon souvenir, là, un acteur légendaire. Ben, je pense que c'est son premier film, mais j'ai passé tout le film à me dire je sais pas c'est qui, mais il est donc ben bon, mais c'est ça, c'est un très bon acteur, c'est Sam Elliott, il était déjà bon à l'époque, même entièrement glabre. Mais c'est ça, le premier 5 minutes du film, on le voit pégayer, prendre des photos de la dévastation environnementale. Puis, très souvent, dans un film, quand ça prend plusieurs minutes avant qu'il y ait du dialogue, ça crée une atmosphère très particulière, semi-méditative, pseudo-Tarkovsky, là, j'oserais presque dire. Là. Ça nous met dans un autre état d'esprit, essentiellement. Puis... il faut rajouter à ça qu'il n'y a peut-être pas de dialogue pendant le premier 5 minutes, mais il y a de la musique, que j'en ai parlé, puis cette musique-là, c'est une sorte de musique expérimentale, concrète, synthétiseur, mais très tu sais, ça fait très musique contemporaine, essentiellement. C'est pas la musique d'avant-garde de, si on veut, Forbidden Planet. Là. Quoi qu'il y a des éléments où ça y fait un petit peu penser. Là. C'est juste des bruits de synthétiseurs bizarres, essentiellement. Là. Puis, ça fonctionne extrêmement bien. Okay. Fait que ce mélange-là de rythme, presque méditatif, puis d'images de pollution, puis tout ça avec la musique concrète, puis de gros plans d'animaux en même temps. Les animaux ont été photographiés, je n'ai pas noté le nom du gars, mais la réalisation a eu recours au service d'un photographe avec une caméra spéciale pour faire des gros plans d'animaux de haute qualité. Là. Un petit peu comme les fourmis dans Phase 4, qui est le 2000 ans au-dessus de l'espace du film d'insectes qui envahissent le monde, là, qui conquièrent le monde. Là. Dans toute la gamme de films de vengeance de la nature, il y en a un vraiment qui transcende le genre puis qui atteint les pinacles du niveau de chef-d'œuvre, essentiellement, qui est vraiment un chef-d'œuvre total et absolu, là, bouleversant et révolutionnaire et tout ce que vous voulez, là, c'est hallucinant comme c'est bon. C'est Phase 4 de Saul Bass. Là. Mais The Frogs, honnêtement, les crapauds, ça c'est pas aussi bon que ça. Mais comme dans Phase 4, où on avait ces gros plans de fourmis tournés avec des objectifs spéciaux, puis que ça crée ça contribue donc à cet étrange climat à la fois de fin du monde, puis de mystère, etc. On a un petit peu la même chose dans Frogs, les crapauds, et aussi, c'est ça, dans Phase 4, encore une fois, c'est beaucoup plus poussé, mais il y a quelque chose dans les crapauds de cette atmosphère. C'est pas rien que méditatif, là. C'est ça le truc. Il y a un mystère dès le début qui s'installe, puis on sent dès le début, puis ça c'est brillamment réussi, on sent dès le début que c'est la fin du monde essentiellement. Les événements ont déjà commencé. Quand le film commence, quand on fait la rencontre de nos personnages, le film nous indique subtilement par des inserts, puis des gros plans, des trucs comme ça, des trucs qui se passent en arrière, le film nous indique subtilement que, c'est ça, l'apocalypse est déjà commencé, en fait. Puis plus le film avance, plus on se rend compte que non, c'est l'apocalypse. Il y a une séquence, vers les 2 tiers du film à peu près, où
Bon, tout ça se passe sur une île, fait que ça c'est brillant, 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 parce qu'en fait c'est comme un super huis clos, là. Les personnages sont prisonniers d'un espace clos, c'est juste que c'est une île, mais c'est ça, ils peuvent sortir de chez eux, mais le problème c'est que, ouais, ils sont libres d'aller dans la jungle où se trouvent 1 million de créatures qui ont juré de les buter. Ça fait que c'est pas ben libre finalement. Donc, toujours est-il que, par exemple, c'est ça, aux 2 tiers, je mentionnais, ils quittent l'île, puis c'est ça, aller jusque-là, on pouvait croire peut-être que le phénomène était limité au manoir, puis à la jungle avoisinante, mais non, la séquence où ils arrivent au quai, là, de l'autre côté, là, ils prennent leur bateau, là, c'est très efficace, puis à tout vous dire, ça m'a fait penser carrément je crois que ça s'appelle Les Rescapés de l'an 2000. Là. Le célèbre film, je pense c'est espagnol, des années 70, où un couple de touristes américains, européens, peu importe, un groupe de touristes arrive sur une île, justement, et où les enfants ont tué tout le monde. Et un film qui a scarifié là, la psyché de toute une génération de petits Québécois comme moi. Mais ça a passé une fois à la télé, puis j'ai eu 2 amis, entre autres, là, qui l'avaient vu en même temps que moi, puis on s'en souvient toutes. C'est ceux qui l'ont vu à la télé à l'époque. Donc, mais justement, dans Les Rescapés de l'an 2000, un des aspects du film, c'est c'est ça, là, cette longue, cette tension constante, tout a l'air tranquille, mais on sent bien qu'il y a une menace constante. C'est ça. Il y a un sentiment constant de menace et de fin du monde qui plane, puis tout a l'air beau, tout a l'air correct, mais ça se sent à chaque image du film là, que les choses vont sérieusement pas bien. Puis j'ai mentionné le côté le côté atmosphérique, puis le côté fin du monde, puis tout ça, là, c'est hyper réussi. Puis encore une fois, je répète que les meurtres sont un peu grotesques, puis pas toujours de la bonne manière. Il y a des trucs des fois où c'est ça, il y a une vieille madame, à un moment donné, un des personnages qui se perd dans la jungle, puis elle se fait buter par je sais pas, les serpents, peu importe, un truc comme ça. Le film s'appelle Frogs, en passant, mais c'est les autres animaux, en fait, qui tuent les gens, là, les lézards, puis les araignées, puis tout ça. Les crapauds, en fait, ils font juste observer ce qui se passe, un peu comme des généraux, là. C'est une métaphore, une comparaison que j'ai vue en ligne tantôt, puis c'était plutôt ça, en fait, c'est ça. Les autres, ils observent. À la fin, ils commencent à intervenir un petit peu, mais règle générale, ils sont juste là, puis ils regardent. Puis encore une fois, c'est très efficace, là. Les autres, les êtres humains se font bouffer, puis c'est ça, enterrés sous les débris de la jungle par les lézards, puis mangés par des crocodiles ou que sais-je encore. Puis les crapauds croassent et approuvent là, leur plan diabolique qui est en train de fonctionner. Mais, bon, par exemple, la scène où ma tante se fait buter là, dans la jungle, c'est ridicule. C'est ça, je dois le dire, là, c'est pas hyper adroit. Puis en fait, apparemment, la scène où elle meurt est un peu bizarre, le montage est un peu rapide, puis c'est curieux. Puis en fait, j'ai vu en ligne tout à l'heure qu'apparemment, c'est parce qu'il avait carrément changé la séquence d'origine, parce que c'était trop grotesque et ridicule. En fait, ça marchait juste pas. Fait que des fois, ça oscille un peu de ce côté-là, puis, mais c'est pas vraiment gênant, honnêtement. Je veux dire, ouais, des fois, l'attaque des monstres est pas hyper réussie au niveau du ton, là, au niveau de la réalisation, c'est habile, là, le montage, puis comme les insectes, les iguanes vont renverser des genres d'acide, de produits chimiques, là, ça se mélange, puis ça empoisonne le gars, ce genre de truc-là. Les crapauds, comme vous le savez, connaissent très bien la chimie. Secret de leur succès dans les écosystèmes. Mais voilà, c'est ça. Ça fonctionne au niveau de la réalisation, mais au niveau du ton, quand même, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et qu'à ce côté-là, mais néanmoins, le film au complet transcende là, largement là, ces défauts-là. C'est vraiment, vraiment hyper efficace. Puis j'ai mentionné le côté allégorique, mais parlons-en maintenant. Ça fait un petit peu penser, par exemple, à Night of the Living Dead, où on sait que je crois que c'est Dwayne Jones, l'acteur, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Ben, apparemment, c'est ça. Bon, il est noir et c'est lui qui a le rôle principal. Et du coup, pour cette raison, plusieurs gens ont vu dans A Night of the Living Dead
une allégorie des droits civiques aux États-Unis. Mais le fait est qu'ils ont juste mis Dwayne Jones parce que c'est dans le rôle principal, parce que c'est le meilleur acteur qu'ils connaissaient, qu'ils avaient dans leur cercle. Puis fait que la métaphore est accidentelle, mais elle est quand même là. Elle est là pareil, c'est ça le truc. Puis on a, je pense, un peu la même chose ici. Déjà parce que, je vais le dire ici, ben, le film est une copie de The Birds, sauf que c'est des animaux, des crapauds, des lézards qui attaquent les êtres humains, mais à beaucoup de points de vue, c'est exactement une copie de The Birds, mais c'est aussi une copie de Night of the Living Dead, parce que à beaucoup de points de vue, Night of the Living Dead, quand on regarde vraiment qu'est-ce que c'est une copie de The Birds. OK? Puis qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, on a c'est un huis clos, OK, où un événement surnaturel incompréhensible provoque tellement de tension sur le groupe d'êtres humains qui sont réunis ensemble que ce qui paraît être au début être un assemblage de gens qui s'entendent très bien, les normes sociales, etc., ben, sous la pression de cette menace meurtrière surnaturelle, ben, ce qui va se révéler, c'est ce qu'il y a en dessous de la politesse, en dessous de la gentillesse. Puis, en fait, il y a un effritement là, du mince vernis qui fait tenir en place le tissu social puis qui révèle là, les antagonismes qu'il y a en dessous, sous la surface. The Birds fait ça, Night of the Living Dead fait essentiellement ça. Puis ici, dans Frogs, c'est carrément ça. C'est déconcertant à quel point c'est ça. Alors, cette famille de patriarches qui date de l'époque des plantations, là, le sud-américain, qui ont encore leurs 2 domestiques noirs, là, pareil que comme dans le temps, là, c'est hallucinant, là, le gars et la fille, OK? Puis comment est-ce qu'ils sont traités? Ben, ils sont traités avec extrêmement de gentillesse et de courtoisie, mais aller voir, comment ça s'appelle, Autant en emporte le vent, qui se passe dans une plantation où ils ont des esclaves essentiellement, ben, c'est souvent comme ça qu'ils les traitent. Hein? Faut bien voir, là, l'oppression, comme on appelle, là, ça se présente pas toujours sous les traits là, de la haine et du fouet. Là, okay? Le plus terrible, c'est quand il se présente sous les traits de la gentillesse et de la courtoisie, voyez-vous. Et d'une très fine, mais tout le temps, d'une condescendance à toute épreuve, c'est ça. Okay? Puis ça, on a ça. Puis c'est étonnant au début de voir à quel point les domestiques, puis pour un non-américain, je ne dis pas eux autres comment est-ce qu'ils voient ça, mais pour un non-américain, là, tu regardes le manoir avec les 2 domestiques noirs, là, tu te dis, ouais, ça fait un peu dur, là, au niveau... c'est pas l'heure la plus glorieuse de l'Homo sapiens, là, ce genre d'organisation sociale-là, OK? Parce qu'on est à 2 doigts de l'esclavage, là. On est en plein dans ce genre de relation-là. Mais, puis c'est déconcertant au début de voir à quel point tout le monde trouve ça normal, tout le monde trouve ça acceptable, d'autant plus qu'un des membres de la famille, sa copine, est noire, afro-américaine, puis elle est très, très libérée, là, si vous voulez, etc. C'est une mannequin, je pense, quelque chose comme ça. Mais en fait, tout ça est utilisé par le scénario, puis par le film, justement, là, pour commencer à interroger ces questions-là, puis à montrer un peu qu'est-ce qui se passe en dessous. Puis c'est très, 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 très habilement fait, en fait. Là, j'ai beaucoup aimé ça, ça m'a fait penser, écoute, ça m'a fait penser à Tarkovsky, encore une fois, ça m'a fait penser à Sacrifice, qui est son dernier film, qui est un chef-d'œuvre total et absolu et transcendant. Ben, c'est ça. Puis un des gros trucs de Sacrifice, justement, c'est un peu le même principe. On a une famille très, très, très bourgeoise. Bon, c'est ça. Puis ils ont des domestiques et ils croient que ça va être la fin du monde, l'apocalypse nucléaire, c'est le soir et un anniversaire, justement, d'ailleurs, c'est un anniversaire, ils sont réunis pour ça. Et la télé annonce qu'il va y avoir l'Armageddon nucléaire le matin et que tout le monde va mourir. C'est ça la prémisse. Là, j'ai fait une vidéo là-dessus il y a quelques mois, là, si vous êtes curieux. Puis, j'adorais ça. Là, on est chanceux d'être sur une planète où quelqu'un a fait ce film-là et de pouvoir le regarder.
C'est ça. Mais, puis justement, un des attraits du film, c'est que la tension fait que les relations, le vernis social, tout ça s'effrite, puis là, on commence à voir qu'est-ce qu'il y a en dessous, en fait, puis la relation avec les domestiques, qui justement est très, très, très empreinte d'oppression, j'oserais dire, qui est très rapport de domination, etc., mais sous un certain couvert de politesse, etc. Bon, mais c'est très, très, très présent dans le film de Tarkovsky. C'est interrogé d'une manière brillante et très, très, très viscérale. Chris, on a ça dans Les Crapauds. Franchement, ça fait quand votre film de vengeance de la nature fait penser à Tarkovsky et Beckett et Ionesco, parce que c'est ça que moi j'ai vu. Ça m'a fait penser à Rhinocéros. Là, okay? Donc, encore une fois, Rhinocéros, ça fait un moment que je l'ai vu, là, ça se compte en années, ça fait plus que 10 ans que je l'ai vu, mais c'est ça, il y a une sorte de maladie étrange qui fait que les gens se transforment en rhinocéros, puis je pense que ça se passe dans un immeuble, dans une compagnie là, avec un bureau, puis les employés se transforment plus ou moins au fur et à mesure, puis c'est ça, fait qu'une genre de farce, j'appelle ça une farce, mais c'est pas vraiment une comédie, là, d'allégorie surréaliste qui utilise, encore une fois, une sorte d'événement surnaturel. Ici, cette étrange maladie, mutation chez Ionesco, mais pour montrer les travers de la société, etc., etc., etc. Puis avec ce ton de fin du monde, là. Puis de menaces latentes, là, où est-ce que les gens se transforment au fur et à mesure, comme dans un film de zombies aussi. Bon, ben, fait que c'est ça, le ton Ionesco, où est-ce que, c'est ça, cette prémisse surréaliste, fantaisiste, fantastique est plein d'une charge viscérale qui démontre l'hypocrisie, si vous voulez, de tous les jours, là, essentiellement, les travers, les vrais travers de la société là, qu'on avale de travers, justement, là, qu'on passe nos journées à faire à semblant que ça ne nous dérange pas, ben c'est ça, ces œuvres-là les remettent en lumière. Fait que c'est ça. C'est le ton Ionesco, le ton Tarkovsky. Ben, Chris, notre film de grenouille qui bute des gens, il y a ça. Et puis c'est complètement une série B. Là. J'ai mentionné les meurtres grotesques, j'ai mentionné les acteurs de romans savons. Il y en a plusieurs, effectivement, dont ce sera le parcours de carrière de jouer dans les romans savons. Sam Elliott, il va avoir une très, très bonne carrière par la suite, ça, quand même. Mais ouais, c'est ça, ça devrait pas marcher comme ça marche, mais c'est clair en même temps que c'est ça, on voit, c'est une sorte d'allégorie, parce qu'entre autres aussi, puis je finis là-dessus, ça se passe le 4 juillet, c'est pas pour rien, puis la fête de l'indépendance américaine. Il y a une scène où est-ce que les crapauds vraiment envahissent la fête d'anniversaire, puis le drapeau, le gâteau d'anniversaire est en forme de drapeau américain. Puis les grenouilles commencent à sauter dessus, puis etc. Ben écoute, c'est carrément dans le film, c'est un symbole du film, le drapeau américain qui se fait manger par les grenouilles, tu sais, fait que c'est dans le texte, là. OK, là, je suis pas en train de l'inventer, la métaphore. Elle est là, tu sais, donc c'est ça. Puis je mentionne ici aussi que tout ça, ça fait très penser à l'ange exterminateur de Buñuel, encore une fois, le huis clos, qui fait que les gens qui révèlent l'hypocrisie du social. Mais sauf qu'ici, en plus, moi, je vois le déclin... le déclin impérial en quelque part, parce que les Américains n'ont jamais été confortables avec l'idée, avec le fait de dire qu'ils sont un empire, mais maintenant que leur empire est en train de tomber pour vrai, bon, on peut le dire, ça a toujours été un empire, arrêtons de déconner. C'est pas parce que tu n'appelles pas ça comme ça que c'est pas ça que c'est. Puis, tu sais, bon, voilà, ils gouvernent le monde libre, c'est ça, c'est eux qui appellent ça comme ça, hein? Bon. Mais, puis c'est ça qui est très fort dans le film, parce que, justement, c'est quoi, ultimement, ce non-dit-là? Puis, c'est une plantation du Sud, mais ça ne concerne pas que c'est pas une dénonciation du racisme ou de l'esclavagisme, c'est pas rien que ça, là, OK? C'est parce que, justement, notre héros, le photographe environnementaliste, il vient pas du Sud, là. C'est plutôt un gars du Nord, c'est plutôt le gars qui vote démocrate, hein? C'est le gars de New York ou de Los Angeles, ce genre de place-là. Voilà. Fait que c'est toute l'Amérique, en vérité, là, vraiment, là, y compris l'actrice afro-américaine, si vous voulez. Là, c'est l'Amérique au complet, en vérité. Là. C'est le silence collectif. Okay? Puis c'est quoi ce silence-là? N'est-ce pas précisément qu'ils ont un empire?
quel est ce malaise collectif qu'il n'ose dire à haute voix, là, ben, c'est un peu ça, là, c'est eux autres qui mènent, puis tout le monde est ami tant qu'on accepte que c'est eux autres qui mènent, puis la fête doit continuer, comme la fête, l'anniversaire ici de Rémi Land, puis c'est déconcertant de voir à quel point Rémi Land est en déni là, jusqu'à la dernière minute, pratiquement. Là. Il refuse de croire que... C'est pas seulement qu'il refuse de croire que c'est en train de se passer, c'est qu'il dit que peu importe si tout le monde est en train de mourir, il doit quand même avoir sa fête. Parce que ça fait des générations que cette fête-là a lieu à tous les ans. Fait que cette année, il va encore avoir la fête, puis après lui, le déluge. Puis c'est vraiment sidérant, ça, cet aspect-là du déni. Puis encore une fois, je suis tenté de faire le rapprochement avec le déni fondamental, okay, qui est pratiquement à notre époque la condition sine qua non pour vivre dans un empire. Okay? C'est de faire semblant que tu n'es pas dans un empire. Tu dis que ça n'en est pas un, puis c'est correct. Tu dis que c'est pas des crimes, c'est pas grave, puis t'en profites. Puis c'est précisément ça, l'attrait du déni. Non, moi je suis contre le mal, mais t'en profites. C'est un peu tout ça, puis ces genres de films-là, Night of the Living Dead, c'est ce que ça sert à exprimer, puis c'est fascinant de voir que même en 1972, là, c'était déjà là. Bon, 72, on est dans les années Nixon, fait que l'Amérique commence à être vraiment... Elle entre dans sa première période de profonde remise en question, presque de déclin, mais en même temps, on est à 3 ans du moment où ils ont marché sur la Lune, là, qui est l'apothéose de l'Empire américain. C'est vraiment le moment où, symboliquement, ils deviennent l'Empire. Là. C'est le moment où il y a plus... Tu sais, avant ça, c'était la Grande-Bretagne, hein, la puissance mondiale numéro 1. Somme toute. Il l'avait été pendant 250 ans, quelque chose comme ça. Il y a tout le 19e siècle, certainement. Puis, dans les années 60, il pense encore que c'est eux. Hein. Si vous lisez les James Bond, là, James Bond, lui, c'est un agent secret, dans les romans, là, c'est un agent secret de l'Empire britannique. Là. Okay? C'est ça qu'il fait. Dans les derniers romans, il remet ça en question parce qu'il même lui doit constater qu'il n'y en a plus vraiment en tant que tel d'Empire britannique, mais quand Quatermass fait ses fusées, dans Quatermass 2, ou peu importe, le Quatermass, le savant, qui est le personnage principal de la génialissime série de films de la Hammer, et des feuilletons de Nigel Neal à la télé à l'origine, je pense à la BBC, puis c'est ça. Puis lui, il est en charge du programme spatial britannique là, pour envoyer des fusées dans l'espace. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que l'Empire britannique est encore une puissance parce qu'ils ont un programme spatial. Dans James Bond, dans le roman de Moonraker, c'est exactement ça, là. Écrit quelque part dans les années 50, là, c'est carrément ça la prémisse. L'Empire britannique prouve qu'il est encore une puissance mondiale parce qu'ils ont un programme spatial avec une fusée, etc. Vous le lirez, c'est vraiment excellent, Moonraker. Mais voilà, c'est tout ça. Ça fait qu'en 1969, c'est ça, ils mettent le pied sur la Lune, et là, ils deviennent la puissance mondiale numéro 1, ils deviennent l'Empire. Mais ils ont le génie de ne pas appeler ça comme ça. Ah, brillant. Marketing, là, numéro 1. Ils connaissent ça, eux autres. Pas pour les critiquer, mais c'est ça. Mais dès 1972, déjà... Il y a déjà, c'est ça, là. Puis Night of the Living Dead, c'est dans les années 60. Ça fait que c'est curieux de voir à quel point l'ascension, là, toute puissance, l'ascension des États-Unis vers leur puissance hégémonique, qui va durer jusqu'aux années 2000, essentiellement, jusqu'à l'invasion de l'Irak, de l'Afghanistan, essentiellement, jusqu'au moment où, précisément, l'Empire s'auto-intoxique à tel point... s'auto-intoxique avec son discours collectif sur sa toute-puissance, à tel point qu'il croit vraiment qu'il peut conquérir le monde avec son armée. Allez voir qu'est-ce que les politiciens américains à l'époque, au Rumsfeld, disaient. C'est carrément ça qu'ils disaient. Okay? C'était on va Dick Cheney, là, il disait ouvertement, là, on est la puissance militaire numéro 1.
Et il faut s'en servir, parce que notre fonction dans la vie, c'est de gouverner le monde. C'est ça qu'on fait. C'est ça, c'est notre impératif catégorique, ou peu importe. Tu sais. Ils en parlaient comme ça, là, dans le sens, ils ont la plus grosse armée au monde, ils sont la puissance numéro 1, il faut agir comme tel, il faut agir comme la puissance impériale numéro 1 et en retirer tous les bénéfices et tous les bienfaits. Bien, le bénéfice, c'est qu'ils ont détruit leur empire. Ça leur a pris 20 ans, mais ils y sont parvenus. OK? Puis c'est ça. Mais le fait est qu'au moment des années 60-70, il était encore en pleine ascension, en quelque part. Il y avait encore les Soviétiques qui faisaient une rivalité. Mais malgré tout, c'est ça, ce sentiment-là qui sont en train de perdre le truc, qui sont déjà en déchéance, essentiellement. Ben c'est ça, on l'a certainement dans Night of the Living Dead, mais là, on l'a carrément dans Frogs. Ça fait que, c'est pour vous dire que... tu sais, il y en a de la profondeur dans ce film-là, puis encore une fois, c'est à se demander si c'est pas accidentel, parce que le réalisateur, comment s'appelle-t-il? Je finis là-dessus, là. Il s'appelle George McCowan. Puis, tu sais, il a réalisé Shape of Things to Come, là, le remake soi-disant de Things to Come de H.G. Wells, là, c'est pas bon, là. Je veux dire, je l'ai écouté quand j'étais petit, là, c'est n'importe quoi, là, tu sais. Puis c'est un gars qui faisait de la télé, tu sais, il a réalisé un épisode du Vagabond, là, le chien qui sauve les enfants et à l'occasion pilote des hélicoptères. Je l'ai vu, cet épisode-là. Tu sais, il a réalisé un épisode de Starlost, là, le feuilleton canadien-anglais sur un vaisseau perdu dans l'espace. Mais si vous avez vu des épisodes de Starlost, là, c'est pas 2001, là. Bref, etc. C'est un gars qui a fait de la télé. Puis quelques films, la plupart du temps, pas bons du tout. Mais là-dedans, je sais pas comment est-ce qu'il a fait, mais il a créé une grande œuvre. Okay. Il y a quelque chose dans le bouillon de ce marais-là de produits chimiques, de je sais pas trop quoi, qui fait que ça marche, puis ça marche pas à peu près. Ça fait que Frogs, là, j'ai adoré ça. J'ai vraiment adoré ça. Selon certains auteurs, c'est le premier film de la grande vague de films de vengeance, de la nature, des années 70. Il y en a beaucoup. La plupart du temps, ils sont pas bons du tout, à part Phase 4. Bon, mais c'est ça. Mais celui-ci, là, il est très, 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 très bon. Puis, d'une certaine manière, si c'est vrai que ça a lancé là, cette flotte là, de films de vengeance de la nature, c'est pas pour rien. C'est parce que c'était vraiment excellent. Là. Ça mérite d'être dans la lignée de Birds, puis Night of the Living Dead, et donc Frogs, ce crapaud. Pourquoi est-ce que c'est si bon que ça? Pourquoi est-ce que c'est bon? Ben parce que c'est vraiment comme un croisement parfait entre la série B, limite nanardesque, et le chef-d'œuvre allégorique à la Ionesco. C'est vraiment étonnamment excellent.